Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, je vais vous parler des élections américaines qui ont eu lieu le 5 novembre pour désigner le prochain président des États-Unis d'Amérique. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que il y a tellement de choses qui ont été dites, et surtout en Europe, sur les réseaux sociaux et aussi des fois par la presse, des choses qui sont totalement erronées et qui n'ont aucun sens. Et donc je vais essayer de remettre en place un petit peu la réalité des faits. Alors, ces élections, eh bien ce sont des élections fédérales, c'est-à-dire qu'on va élire le président des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas qu'un pays qu'on peut l'imaginer, comme en France, par exemple, vous avez en Europe, vous avez la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Là, le président des États-Unis gère 50 États. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque État, eh bien, ce sont comme des pays, comme des petits pays. Hein. Chaque État a un gouvernement, il a un Sénat, un Congrès, il a un gouverneur, ils ont leurs propres lois. Alors il y a des lois fédérales auxquelles ils doivent se ranger, mais il y a aussi des lois eh bien, d'État. Par exemple, on va prendre deux exemples. On va prendre la peine de mort, par exemple. Eh bien, la peine de mort, ce n'est pas une loi fédérale, ce sont des lois d'État. Donc, certains États ont gardé la peine de mort, certains États ont aboli la peine de mort. L'avortement, qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que la Cour suprême a décidé que ça ne devait pas être une loi fédérale qui protège l'avortement. Avant, sous Joe Biden, il y avait une loi fédérale qui protégeait donc l'avortement sur tous les 50 États. Eux, ils ont relégué cette loi au niveau des États. Ce qui a fait encore couler beaucoup d'encre, c'est qui fait que certains États eh bien, ont tout simplement enlevé le droit de l'avortement aux femmes, comme la Floride, comme le Texas et d'autres États. Par contre, les États un peu plus progressifs, comme l'État de New York, comme l'État, la Californie, l'État de Washington, etc., ont gardé et protègent toujours les lois d'avortement. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'organigramme du gouvernement fédéral. Donc, on a un président, on a un congrès, et en dessous, on a une Cour suprême. Donc, je vais vous parler un petit peu de ces trois entités. D'abord, le président des États-Unis, qu'on vient d'élire là le 5 novembre. Donc le président des États-Unis, lui, est élu pour une durée de 4 ans. Il n'est pas élu au suffrage universel. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, je pense que toutes les informations ont été dites là-dessus. Ce n'est pas un collège électoral, c'est-à-dire que dans chaque État, eh bien, les gens ont voté pour tel ou tel président et en fait, il y a ce qu'on appelle dans chaque État des grands électeurs. Et quand dans un État on a voté par exemple Kamala Harris, si elle a eu 50% plus une voix, eh bien elle rafle par exemple en Californie, je crois qu'il y a une vingtaine de grands électeurs, où il y a peut-être un peu plus, elle rafle les 20 électeurs. En Floride, il y a à peu près aussi une vingtaine de grands électeurs. Eh bien, le président le président Trump, lui, il a eu plus de 50%, donc automatiquement, il a raflé tous les grands électeurs. Ce qui fait que ça peut par moment être un peu injuste, dans la mesure où les grands électeurs ne sont pas compatibles avec la population de chaque État, et donc ce qui s'avère, qu'il y a des anomalies, comme surtout pour les républicains, ça s'est toujours passé pratiquement pour les républicains, où ils ont gagné les grands électeurs par les grands électeurs, mais par contre, au suffrage universel, ils sont perdants. C'est arrivé pour George Bush fils,
Al Gore avait pratiquement 500 000 voix de plus au niveau du suffrage universel, mais malheureusement n'a pas été élu parce que George Bush a eu les grands électeurs. Là, la première élection du président Trump, eh bien là c'est pareil, contre Hillary Clinton. Eh bien Hillary Clinton avait 3 millions de voix au niveau du suffrage universel, de plus que, comment s'appelle, Donald Trump, mais Donald Trump a gagné les grands électeurs, donc il est passé président des États-Unis. Alors cette fois-ci, non. Cette fois-ci, il a gagné aussi bien les grands électeurs que le suffrage universel, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, je vous ai dit, il est élu pour 4 ans. Et chaque président, les présidents des États-Unis, ne peuvent faire que 2 mandats. Là, ça va être son deuxième mandat. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir qu'avant les années 50, eh bien, il n'y avait pas de limite au niveau de mandat des présidents des États-Unis. Par exemple, vous prenez, et c'est à cause de lui d'ailleurs qu'ils ont changé un petit peu la Constitution, Franklin Delano Roosevelt, qui était président durant la Seconde Guerre mondiale, lui a fait 4 mandats. C'est-à-dire qu'il a exercé pendant 16 ans. Alors un peu moins de 16 ans parce qu'il est mort avant la fin de son 4e mandat, et en fait juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a causé quelques petits problèmes parce que son vice-président n'était pas au courant de tout ce qui se passait. Et en fait on arrivait juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale où il a fallu prendre des décisions importantes, notamment la bombe atomique sur Hiroshima, et le vice-président Harry Truman n'était pas au courant. Donc c'est ce même président, Harry Truman, qui a fait changer la Constitution à ce que les présidents ne puissent faire que 2 mandats. Alors quelles sont les responsabilités du président des États-Unis? Eh bien, d'abord, il forme son gouvernement. Alors, c'est pas lui, il propose, en fait, il propose des secrétaires d'État. Ce qu'on appelle les secrétaires d'État, ce sont ni plus ni moins que des ministres, hein, secrétaire d'État à la santé, secrétaire d'État à l'armée, etc. Et il les propose au Sénat. Donc, il propose au Sénat, et le Sénat doit accepter ou non la proposition du président. Et puis c'est arrivé déjà, et là ça peut arriver encore une fois, parce que je crois que même les sénateurs qui sont pourtant républicains ne sont pas tout à fait d'accord sur toutes les propositions du président Trump, hein, notamment avec son futur ministre de la Santé qui va être Robert Kennedy. Hein, Robert Kennedy, qui en fait était démocrate il y a encore quelques mois, qui est passé dans le giron de Trump, qui est un anti-vaccin durant la période du Covid, hein, il se battait contre le vaccin. Et ce monsieur est assez bizarre, hein, il a des idées assez bizarres, et on va le mettre comme ministre de la Santé. Alors, pour savoir, ce monsieur, Robert Kennedy, c'est le fils de Bob Kennedy, qui était le frère, en fait, de John Fitzgerald Kennedy. Donc, il est le neveu de John Fitzgerald Kennedy, le président qui a été assassiné en 1963. Et son frère, Bob Kennedy, et lui a été assassiné en 1968, alors qu'il se présentait au présidentiel de 68, et il a été assassiné juste avant les élections. Donc ça, c'est une des premières responsabilités du président Trump. Deuxième responsabilité du président Trump, il peut proposer. Alors, il ne peut pas donner des lois, il ne peut pas faire des lois, mais il peut proposer à son Congrès, eh bien voilà, vous me faites telle ou telle loi, etc. Il a énormément de responsabilités au niveau des relations internationales. Il signe aussi les décrets de loi, c'est-à-dire que quand le Congrès lui propose une loi, c'est lui qui va soit les signer, soit mettre son veto, dire non, je ne suis pas d'accord, vous envoyez votre copie, ou alors vous annulez complètement. Donc ça, ce sont quand même des responsabilités importantes. Il peut aussi faire des décrets, là, comme il veut faire sur l'immigration, etc. Il a quand même un large spectre de décisions, hein. Par contre,
Moi, je dirais qu'il a moins de responsabilités que notre président français. Par exemple, il ne peut pas dissoudre le Congrès, ou c'est bien la Chambre des représentants que le Sénat. Ça, il ne peut pas, hein, comme notre brave M. Macron qui a fait cela au printemps dernier. Ça, non, il ne peut pas. En fait, les élections du Congrès, c'est-à-dire du Sénat et de la Chambre des représentants, a lieu tous les 2 ans. C'est-à-dire là, il y en a eu une partie. Il va y avoir une partie dans 2 ans, ce qu'on appelle le midterm, les élections de midterm, et une troisième partie qui sera avec les élections du prochain président. Au niveau de l'armée, il est le chef des armées, mais par contre, il ne peut pas rentrer en conflit. C'est le Congrès qui doit décider, il doit proposer au Congrès, et c'est le Congrès qui va dire oui ou non si on rentre dans un conflit quelconque. C'est pour cela qu'en 2003, quand le président George Bush a voulu aller combattre en Irak, le Congrès n'était pas d'accord, tout à fait dans les premiers temps, et lui, il a soi-disant apporté la preuve que l'Irak disposait d'armes chimiques et nucléaires, ce qui était totalement faux. Et donc, il a réussi à décider le Congrès à voter pour l'intervention de la Deuxième Guerre en Irak. C'est pour cela d'ailleurs que le président Chirac s'y est opposé. Lui n'a pas voulu emmener les troupes françaises parce qu'on savait très bien que c'était faux, il n'y avait pas d'armes chimiques en Irak. Par contre, les Anglais ont suivi les Américains. Donc ça, c'est pour à peu près au niveau des responsabilités du président des États-Unis. Eh bien, excusez-moi cette petite incrustation, mais je suis en plein montage et je tiens à emmener des précisions au niveau de la Constitution. Alors, comme je vous l'ai dit, le président Truman a fait changer la Constitution, a amendé la Constitution afin de réduire le nombre de mandats des présidents, qui étaient illimités, il les a réduits à 2 mandats. Alors, maintenant, le président Trump aurait émis l'idée de pouvoir faire un 3e mandat. Pour cela, il va falloir qu'il amende la Constitution. Et pour amender la Constitution, c'est un peu compliqué parce qu'il faut les 2/3 du Congrès, c'est-à-dire sur 435, il faut 352 membres. Et aussi, il devra réunir 90% des États. C'est-à-dire que sur 50 États, 45 États doivent approuver cet amendement de la Constitution. Ce qui est quand même assez compliqué, surtout dans l'état actuel des choses. Voilà. Allez, je vous laisse repartir sur la vidéo. Alors maintenant, je vais vous parler du Congrès. Effectivement, c'est très confus pour tout le monde, parce que quand on parle du Congrès, on parle du Sénat, on parle de la Chambre des représentants. Alors, qu'est-ce que c'est que le Congrès? Eh bien, le Congrès, c'est tout simplement les 2 entités que nous avons, qui font les lois, qui prennent de grandes décisions. Donc, c'est une partie le Sénat et une partie la Chambre des représentants. Alors, on va d'abord parler du Sénat. Il y a 100 sénateurs aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a 2 sénateurs par État. Il y a 50 États, donc 2 fois 50, 100 sénateurs. Ces gens-là sont élus pour 6 ans. Les élections pour les sénateurs, en fait, sont par tiers. C'est-à-dire qu'il y a 1/3 du Sénat qui vient d'être élu là avec le 5 novembre. Il y aura un 2e tiers du Sénat qui sera élu dans 2 ans, ce qu'on appelle les élections mi-terme du président, et il va y avoir le 3e tiers qui, lui, sera élu au moment de l'élection du nouveau président. Donc, quelles sont les responsabilités du Sénat? Les principales responsabilités, c'est eux qui vont statuer sur les propositions du président au niveau des personnalités qu'il va désigner comme ministre d'État.
Hein, là, il y a des gens déjà qui sont sur les bancs, hein, comme Elon Musk, comme Robert Kennedy, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis d'autres, et là il va les proposer, et le Sénat va dire oui ou non. Il statue aussi sur la proposition du président sur les juges de la Cour suprême. Hein, ça, je vais vous parler de la Cour suprême juste après. Donc, chaque président, bien quand un juge suprême décède ou démissionne, eh bien, il nomme un juge à la Cour suprême, mais par contre, ça doit être accepté par le Sénat. Et aussi, eh bien, le Sénat travaille sur des propositions de loi. Il travaille avec la Chambre des représentants. Voilà, ça c'était en gros pour le Sénat. C'est un peu schématique, mais enfin c'est pour mettre en place. Alors de l'autre côté, bien du Congrès, on a la Chambre des représentants. Alors la Chambre des représentants, il y a 435, je crois, représentants. Alors eux, c'est par rapport aux États, c'est par rapport à la population de chaque État qui est défini le nombre de représentants par État à la Chambre des représentants. Donc eux, ils sont élus que pour 2 ans, c'est-à-dire que tous les 2 ans, eh bien leur mandat est remis en cause. Donc, ce qui fait que tous les 2 ans, quand même, on a des élections. Hein, on a les élections avec le président, on a les élections en mi-terme, c'est-à-dire au bout de 2 ans. Dans 2 ans, en 2026, on aura d'autres élections pour renouveler eh bien, un tiers du Sénat et la totalité de la Chambre des représentants. Et 2 ans après, ben, ce sera la même chose. Donc eux, eh bien, ils vont travailler aussi sur la rédaction des lois. Alors, quand il y a une proposition de loi, le Sénat travaille de son côté sur cette loi, la Chambre des représentants travaille aussi sur la loi, hein, parce qu'il se peut de temps en temps, là actuellement, que ce soit le Sénat ou la Chambre des représentants, ils sont tous de couleur républicaine. Donc généralement pour les lois, ça devrait se passer plus ou moins bien, parce qu'après il y a une réconciliation entre le Sénat et la Chambre des représentants, qui discutent sur la loi, et une fois qu'ils sont d'accord, ils la proposent au président des États-Unis, qui lui va signer ou mettre son veto. Donc là où ça peut poser problème, c'est une des chambres, soit le Sénat, ben, comme c'était dernièrement, le Sénat était à majorité démocrate, et la Chambre des représentants était plus républicaine. Donc là, effectivement, il y a des débats, mais en fait, c'est à eux de trouver, de se mettre d'accord sur des textes de loi avec des amendements, etc. Et quand tout est prêt, qu'ils se sont mis d'accord, boum, on présente au président des États-Unis qui, lui, va signer ou rejeter la loi. Voilà. Donc, on a bien compris, le président, le Congrès qui a le Sénat, la Chambre des représentants, hein, qui forment le Congrès. Alors, au niveau du Congrès, eh bien, on a bien compris que le Congrès, c'est l'ensemble du Sénat et de la Chambre des représentants. Alors, la Chambre des représentants, il y a 435 représentants. En fait, ils représentent les États par leur population. Par exemple, la Californie, qui est l'État le plus peuplé, il y a 52 représentants. Vous prenez l'Alaska, qui est l'État le moins peuplé, eh bien, il n'y a qu'un représentant. Et quand ils se sont mis d'accord pour les lois, eh bien, le Congrès doit voter. Et bien sûr, c'est à la majorité des voix, donc 267 sur 535. Voilà pour cette petite précision. Je vous laisse repartir sur la vidéo. Et en dessous, eh bien, on va avoir la Cour suprême. Alors, effectivement, là aussi, c'est confus, parce que j'ai vu plein de choses. La Cour suprême a voté une loi, etc. Non, la Cour suprême ne vote pas de loi. En fait, ce sont des juges qui sont appointés par le président des États-Unis,
il y a actuellement 9 juges qui ont été appointés soit par des présidents démocrates, ça veut dire que c'était des gens plus ou moins progressifs, et soit par des républicains, et bien des gens qui sont un peu plus conservateurs. Alors actuellement, sur les 9 juges, on en a 6 qui sont plus conservateurs et 3 qui sont plus progressifs, démocrates. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils interprètent les lois. Et ils décident si cette loi est OK avec la Constitution, rejoint la Constitution, respecte la Constitution. Donc ils sont saisis soit par des États, sur les 50 États, il y a des États qui peuvent dire, ben là, comme ça s'est passé pour l'avortement, eh bien il y a des États qui ont dit, il faut voir si ça doit être décidé par le fédéral qui protège l'avortement, ou alors nous on veut pouvoir légiférer sur l'avortement par nous-mêmes. Et la Cour suprême, eh bien, comme je vous dis, qui est à majorité conservatrice, est allée dans ce sens en disant non, on laisse la législation aux États. Ce qui a laissé un petit peu ce brouhaha qu'il y a eu et des États qui ont sauté sur l'occasion pour carrément abolir le droit de l'avortement. Alors, une chose curieuse, par exemple, vous avez la Floride, qui est très conservatrice, parce qu'ils sont très très républicains depuis des années et des années, et qui ont voté massivement pour Donald Trump. Par contre, ils ont fait un projet de loi, parce que quand on vote tous les 2 ans, il y a les élections fédérales, il y a aussi des élections internes d'État, mais aussi chaque État ont ce qu'on appelle des référendums. C'est-à-dire que si vous avez, pour proposer une loi, il faut un certain nombre de signatures, et vous pouvez proposer des lois à l'État, pas au fédéral, à l'État. Et donc la Floride a dit, ah oui, bon, nous on veut bien, on va voter pour Donald Trump, mais on va essayer de protéger quand même les droits de l'avortement, donc on va faire un référendum pour protéger les droits de l'avortement. C'est passé à 57%. Mais en Floride, eh bien, pour qu'une loi passe, il faut avoir 60%. Non pas la majorité, mais 10% de plus que la majorité. C'est un peu... c'est un peu une atteinte à la démocratie, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc l'avortement est toujours interdit en Floride. Voilà un petit peu au niveau de la Cour suprême. Donc la Cour suprême, comme je vous ai dit, il y a 9 juges. Alors, est-ce que ces 9 juges, c'est un nombre défini, mais en fait, il n'y a pas vraiment de réglementation. Il pourrait y en avoir plus ou moins, mais en fait, les présidents respectent cette législation, parce que si chaque président qui arrivait, qui changeait de couleur, qui n'avait pas la majorité, nommait des juges, on serait à peu près à 200 juges actuellement. Donc voilà, au niveau de la Cour suprême, c'est très très important de dire qu'ils ne votent pas, ils ne votent pas sur des lois, ils interprètent en fait la Constitution, et suivant leur couleur politique, normalement il ne devrait pas y avoir de couleur politique. À la Cour suprême, elle devrait être intègre et apolitique. Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que chaque président, eh bien, ils vont nommer des gens qui sont plus de leur couleur. Alors, des choses aussi que je voulais ramener ici, on va parler un petit peu des élections, de ce qui s'est passé. Pourquoi Donald Trump, à la surprise générale, a gagné ces élections. Alors d'abord, il y a eu le problème de Joe Biden, qui visiblement avait des problèmes sur la fin de ce second mandat. Des gaffes, des trous de mémoire, les démocrates se sont dit non, ça ne peut pas aller, il va se faire bouffer, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, il va se faire bouffer par Trump, et ça s'est passé dans le premier débat. Donc ils ont changé de candidat au
vraiment pratiquement au dernier moment. Il n'y a pas eu de primaire, il n'y a pas eu de choix. On s'est rabattu bien sûr Kamala Harris, qui était la vice-présidente de Joe Biden. Le problème de Kamala Harris, qui est une femme brillante, qui était prosécuteur, c'est-à-dire juge d'instruction, mais malheureusement, elle a eu très peu de temps pour élaborer un programme. Ils se sont plus axés justement sur les problèmes d'avortement, alors qu'il y a eu pas mal de problèmes économiques, mais en fait, il n'est pas lié à Joe Biden, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Joe Biden, lui, est arrivé en pleine pandémie. Déjà, la situation n'était pas très florissante après le premier mandat de Donald Trump. La preuve, c'est qu'il n'est pas passé. Donc, n'était pas florissante. Lui, il est arrivé en plein milieu de cette pandémie du Covid-19. Il y a eu une récession et bien l'Américain moyen a trouvé plus important le plan de l'économie que par rapport à l'avortement. Et donc ça a été un petit peu alors que les démocrates ont plus axé sur le droit de l'avortement. Donc il y a eu ça qu'à pêcher. Il y a aussi, est-ce que les Américains sont prêts à élire une femme comme présidente des États-Unis, et notamment une femme black? Eh bien, là, on s'est aperçu que non, parce que les blacks n'ont pas voté en majorité pour Kamala Harris. Les gens issus de l'immigration, alors que Donald Trump menace quand même l'immigration, ont voté aussi massivement pour Donald Trump. Donc, ce qui fait bien que ces élections sont passées dans la poche des républicains, aussi bien au Sénat qu'aussi bien la Chambre des représentants. Et là, c'est un peu dramatique, et bien pour certaines libertés, notamment pour le droit des femmes, les droits d'avortement et puis d'autres droits, les droits des LGBTQ, notamment pour les personnes trans, qui vont se voir rejeter de certaines administrations, notamment de l'armée, de l'éducation nationale, etc. Donc là, ça va être quelques années vraiment très compliquées, très lourdes, et ça va être compliqué aussi de revenir surtout les dégâts que peut amener cette élection. Alors, une chose aussi, alors là, moi, qui me fait sauter, vraiment sauter très haut, c'est quand j'entends en Europe. Alors, dans la bouche de Donald Trump, c'est normal, parce qu'on connaît le personnage. Qui va traiter les démocrates de marxistes, rouges, communistes, etc. Mais quand je vois qu'en France, en fait, c'est relayé aussi bien par les presses que par les réseaux sociaux, etc., excusez-moi, là, on se demande si on connaît vraiment le marxisme, le communisme, ou même la gauche pure. Le Parti démocrate est très loin, très loin d'être un parti de gauche, un parti gauchiste, communiste et marxiste. Là, on en est très loin. Alors, si on fait un petit peu un échiquier, on va voir un petit peu sur l'échiquier politique par rapport à nous, moi je dirais que les Républicains, eh bien ça va aller de la moitié du LR, parti de droite français, LR, alors jusqu'à le Rassemblement national, et peut-être même jusqu'à le parti de Éric Zemmour, je vais dire. Par contre, le Parti démocrate, eh bien, on va dire, non, je dirais même pas socialiste, c'est pas du tout très loin du socialisme, on va dire que ça va partir un petit peu de Bayrou, du parti centre jusqu'à la moitié du parti LR. Voilà un petit peu sur l'échiquier. Bon, pour vous donner des exemples, que ce soit sur tout le territoire des États-Unis, sur les 50 États, et il y a énormément d'États démocrates quand même. Dans l'État où je vis, en Californie, vous n'avez pas de congé payé.
hein. Alors les congés payés, vous les avez si l'entreprise, vous travaillez dans une grosse entreprise, comme les compagnies aériennes, comme des grandes marques de supermarchés, etc., qui vont octroyer gracieusement à leurs employés 2 semaines, voire 3 semaines de congés payés. Ça, ce n'est pas une loi. Hein. Si vous travaillez dans une petite boutique, dans une petite entreprise, moyenne petite entreprise, ben là, vous n'avez pas de congé payé. Si vous voulez prendre vos vacances, ce sera à vos frais. Un gros problème, ça va être la santé. Hein, malgré qu'Obama a essayé de faire quelques améliorations, ça n'a rien à voir avec comment s'appelle notre problème de santé en France. Hein, les assurances coûtent très cher. Elles sont privées. Alors, encore une fois, si vous travaillez dans une grosse entreprise qui a les moyens, donc qui vont participer à des programmes avec des assurances, donc ils vont prendre une partie en charge, et l'employé prendra une autre partie. Et suivant le programme que vous avez, ça va être plus ou moins avantageux, mais de toute façon, vous en laisserez toujours de votre poche. Donc, il y a énormément, on dit qu'il y a pratiquement 40 millions d'Américains qui n'ont pas du tout de couverture d'assurance. Alors, dans certains États, comme en Californie, il peut y avoir des programmes. Il peut y avoir des programmes pour les nécessités, mais qui sont de loin, loin, loin les avantages que nous avons en Europe et notamment en France. Donc, au niveau du travail, on n'a pas les 35 heures et personne, ni que ce soit démocrate, républicain ou qui que ce soit, ne propose les 35 heures, hein, ou nous propose les congés payés. Personne n'a proposé encore. Même en Californie, les congés payés. Alors comme je vous l'ai dit, certaines compagnies, il y a aussi certaines compagnies gérées par l'État qui effectivement donnent des congés payés, comme UCLA. Eh bien, UCLA, eh bien, ils donnent 3 semaines de vacances aux employés. Ils ont aussi ce qu'on appelle excusez-moi, là, ça vient de sonner. Ils ont aussi un bon programme d'assurance médicale, mais ce qui n'est pas gratuit. Hein, ce qui n'est pas gratuit, vous payez quand même. À chaque fois que vous allez voir le médecin, ben vous avez une quote-part. À chaque fois que vous allez à la pharmacie, c'est pareil. Vous avez une quote-part. Si vous allez aux urgences, vous avez une bonne quote-part. Si vous êtes hospitalisé aussi. Donc, voilà, pour remettre les choses en place, non. Par exemple, il faut prendre la Californie où je vis, qui est certainement l'État le plus progressif des États-Unis. Eh bien, on est loin d'un État socialiste. Hein. Ça, je peux vous le dire, avoir un petit peu aussi bien l'habitat, hein, les sans-abri, on a énormément de sans-abri parce que l'immobilier n'est pas du tout protégé comme on pourrait le faire chez nous. Les HLM, ça n'existe pas, où il y a très peu de programmes là-dessus. Donc, on va redescendre, d'accord, on va redescendre. Non, le Parti démocrate n'est pas un parti ni marxiste, ni gauchiste, ni communiste. Voilà. Une autre chose aussi, c'est sur les propositions de Donald Trump. Et là, ce qu'on n'a pas très bien compris, c'est que les États qui ont voté vraiment massivement pour Donald Trump sont des États, ce qu'on appelle du milieu des États-Unis, qui sont plus vraiment ouvriers, hein, qui ont effectivement pâti de la récession, comme tout le monde, et puis dans le monde entier, hein, et qui ont mis ça sur le dos des démocrates, et qui ont voté pour Donald Trump, qui quand même va confier une partie de l'économie des États-Unis à Elon Musk. Et là, j'ai l'impression que les gens ont perdu la mémoire. Quand même, Elon Musk, il y a quelques mois,
a complètement licencié des milliers, des dizaines de milliers d'employés de ces entreprises, notamment Tesla, alors que Tesla fait des bénéfices mais monstrueux. Donc il a licencié ces gens-là du jour au lendemain, c'est-à-dire que les gens sont partis le soir, dans la nuit, ils ont reçu un email comme quoi ils ne faisaient plus partie de la compagnie. Certains n'ont même pas lu leurs emails, ils sont arrivés sur leur lieu de travail, et quand ils ont voulu rentrer, qu'ils ont passé le badge, non, c'était « vous ne faites plus partie de la compagnie ». Il a ruiné des milliers de gens, de familles, etc., du jour au lendemain. Et dans ses idées, il a des idées, il veut réduire pas mal les seuls petits programmes qu'il peut y avoir en faveur des nécessiteux. Il veut complètement les réduire. Par exemple aussi, il voudrait supprimer une partie de la police, c'est-à-dire ce qu'on appelle le FBI. Le FBI, qui est la police un peu nationale chez nous. Parce que, bon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, hein, même ici pour la police, hein, vous avez les polices que l'on voit dans toutes les séries, par exemple Los Angeles PD, LAPD, Los Angeles Police Department, New York Police Department, etc. Ça, ce sont des polices municipales. Vous avez le shérif qui est une police plutôt du county, c'est-à-dire du département, et qui agit là où il n'y a pas de police municipale. On a la police d'État qui est plus sur les autoroutes, en fait, qui gère plus les autoroutes. Et on a le FBI, qui est la police vraiment nationale pour les gros cas. Quand toutes ces polices sont débordées, eh bien ça va être le FBI qui va rentrer en fonction. Et donc, il voudrait carrément, pour faire des économies, supprimer le FBI, ce qui mettrait déjà au chômage près de 400 000 personnes. Alors maintenant, voilà, donc on se demande si vraiment ça peut être réalisable. D'abord, est-ce que le Congrès va accepter? Parce que ça, il faut que ça passe quand même au Congrès. Moi, personnellement, je pense que ça ne pourrait pas passer. Et je me demande même si le Sénat va accepter la nomination de Elon Musk. Bon, voilà donc un petit peu ce que je pouvais vous dire, un petit peu sur l'organigramme des élections qui ont eu lieu le 5 novembre, hein, qui ont été des élections fédérales. Du président des États-Unis, du Congrès. Donc, si vous avez des questions plus précises, moi je serais ravi de vous répondre. Dans ces cas-là, vous laissez des messages aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!